Tu as présenté un mémoire de master en ingénieur de gestion à la Solvay Brussels School de l'ULB. Il s'intitule « La pollution numérique, face cachée de la dématérialisation ». Tu as eu comme promoteur Nicolas Van Zeebroek, qui est professeur d'économie et stratégie numérique à Solvay et adjoint des autorités académiques pour l'informatique et le numérique. Alors, pour l'instant, Maxime, moi, je ne te vois pas. Je ne sais pas si les autres te voient. Là, je te vois, mais pas en grand. Voilà, j'imagine que ça va arriver. Voilà, ben, écoute, je pense qu'on va t'écouter, Maxime, et puis après, on passera la parole à ton promoteur et à Olivier de Wassège. Merci. Alors, bonjour à tous. Une fois encore, je regrette de ne pas pouvoir tous vous rencontrer en chair et en os. J'ose même m'avancer en disant que nous aurions tous préféré pouvoir discuter des travaux d'Arthur, de Raphaël et du mien en personne. Enfin, essayons de regarder le côté positif. Nous sommes tous à la maison, devant notre ordinateur. C'est quand même mieux pour l'environnement, non? Et si je vous disais qu'au contraire, le fait de tous se retrouver aujourd'hui sur Zoom a un impact plus important sur l'environnement que de tous se retrouver dans un auditoire? Et si je vous proposais d'évaluer l'impact environnemental de cette réunion virtuelle, seriez-vous intéressé? Eh bien, cela a été la motivation clé de mon travail, c'est-à-dire aider les utilisateurs du numérique à évaluer leur impact sur l'environnement découlant de leur consommation de services numériques. Mais pourquoi les aider à évaluer ces impacts? Eh bien, afin d'informer, conscientiser et pousser notre société à adopter une sobriété numérique et à agir face à cette pollution numérique qui peut paraître virtuelle, mais qui est pourtant une réelle problématique. En d'autres termes, mon travail vise à guider l'économie et la société dans son ensemble vers une transition numérique durable, fournir une base régulatoire pour l'industrie du numérique et enfin, soutenir la recherche sur la pollution numérique. Alors, comment réaliser tout cela? Tout d'abord, en permettant aux utilisateurs comme vous et moi de devenir non pas de simples consommateurs passifs, mais bien des acteurs informés et surtout maîtres de leurs usages numériques. Ensuite, en réalisant un bilan écologique de cette célèbre transformation digitale qui ne fait que s'accélérer, surtout suite aux événements récents. De plus, en explorant des pistes d'économie, mais aussi de comportement circulaire. Et enfin, servir d'outils régulatoires pour les géants de l'industrie numérique, les fameuses GAFAM, principalement quant à l'adoption de cette dimension écologique dans leurs rapports environnementaux, mais aussi pour encourager ceux-ci à collaborer avec tous les acteurs du secteur du numérique. Tout cela sonne très beau, très bien, mais qu'est-ce que je propose dans mon travail? Alors, le but de mon travail est de fournir un outil permettant d'évaluer l'impact environnemental du comportement numérique d'un individu, d'un groupe de personnes ou encore d'une entreprise. Cet outil se veut être le plus complet possible en analysant les impacts issus de biens et services numériques selon plusieurs critères, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation électrique et la consommation d'eau. L'objectif étant de le rendre le plus possible fidèle à la réalité. C'est donc pour cela que l'outil suit la méthodologie scientifique la plus exhaustive et précise, l'analyse de cycle de vie. Enfin, cet outil, qui ne nécessite que 6 étapes à remplir, vous permettra d'avoir une analyse claire de l'impact de votre comportement numérique sur l'environnement et donc de prendre la pleine mesure de cet enjeu majeur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup Maxime. Effectivement, si vous avez déjà des questions pour Maxime, n'hésitez pas à les envoyer dès maintenant dans la conversation. Là, je vais donner la parole à Nicolas Van Zeebroek, qui était le promoteur du mémoire de Maxime. Nicolas Van Zeebroek, voilà. Bonjour, je le disais, hein, vous êtes professeur d'économie et stratégie numérique à Solvay. Alors, un petit mot peut-être sur ce mémoire. Comment ce travail de Maxime a-t-il fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche? Mais au fond, le point de départ, c'est effectivement l'idée que la dématérialisation a entraîné la perception d'une consommation neutre des services numériques, comme si le streaming ou un e-book avait une empreinte neutre, là où un DVD ou un livre papier serait polluant. Et donc, l'idée du mémoire de Maxime, là où il fait vraiment avancer les choses, c'est non seulement de tordre un peu le cou à cette idée un peu facile, mais surtout d'aller au-delà de ce qui se fait beaucoup dans la littérature, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup ce qui se passe du côté offre du numérique,
Hein, on regarde beaucoup la pollution des GAFAM, des data centers, etc., ou du Bitcoin, et on a raison. On s'intéresse un peu moins à la responsabilité, en quelque sorte, du consommateur, et donc au levier d'action qu'on a du côté du consommateur, qui a en fait une influence plus grande encore sur l'empreinte du numérique. Donc, sa première contribution, je dirais, c'est de remettre le débat, de remettre le consommateur, finalement, le côté demande, au centre des réflexions sur l'empreinte environnementale du numérique. Mais il va au-delà, en effet, puisqu'il propose, en fait, il postule que si on informait davantage le consommateur, on pourrait influer sur son comportement et donc entraîner des comportements plus raisonnables, plus sobres. On utilise souvent ce terme aujourd'hui de sobriété numérique. Simplement, donc ce qui revient à dire qu'en fait, le consommateur ne serait peut-être pas contre le fait d'adapter ses comportements, si tant est qu'il comprenait quelle action pourrait avoir un impact ou pas. Et ça, c'est exactement ce que son calculateur propose. Et donc, on bascule dans une approche un peu plus concrète, plus pragmatique, en disant, essayons d'objectiver les choses et les utilisateurs du numérique seront peut-être bien amenés à adapter là où ça peut faire un impact leur comportement. Effectivement. Merci beaucoup, Nicolas Van Zeebroek. Olivier de Wassège, je reviens vers vous, évidemment, en tant que président du jury de Cetera Award Sustainable IT. Quelle a été la position du jury, justement, par rapport au travail de Maxime? Mais de nouveau, d'abord, toutes les félicitations du jury à Maxime pour ce travail vraiment très, très complet et très intéressant, qui est évidemment parfaitement d'actualité parce qu'au-delà, je dirais, des outils du calculateur, il y a cette notion de sensibilisation. Je suis d'ailleurs impressionné de voir le nombre de questions qui défilent dans le fil parce qu'on voit que c'est un sujet qui intéresse les gens. Et c'est vrai parce qu'on ne se rend pas compte, hein, Nicolas vient d'en parler, parce qu'on ne se rend pas compte, on croit qu'un DVD, c'est la même chose finalement qu'une connexion Zoom. Ben non, pas du tout. Et en fait, on ne se rend pas compte que les statistiques mondiales aujourd'hui, hein, c'est quand même que dans tout le trafic Internet, 80% de ce trafic Internet est pris par la vidéo. Hein, par rapport au fait de surfer sur des applications, d'aller remplir des formulaires, de faire du commerce électronique ou simplement de faire de la messagerie. Et donc ça, 80% et principalement, ces vidéos, ce sont des vidéos qui sont utilisées, je dirais, téléchargées par des citoyens. La partie administration et entreprise est relativement faible à ce niveau-là. Et donc, je pense que rien que la partie conscientisation que le travail de Maxime met en évidence est extrêmement importante. C'est évident parce que ça va permettre justement d'évaluer les usages grâce au fait de pouvoir les mesurer. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'on pourra aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse sur les enjeux sociaux, économiques et sur la gouvernance, hein, d'en tirer peut-être des conclusions en termes de gouvernance. On a aussi été impressionné par le calculateur d'impact, qui est très prometteur et probablement qui pourrait avoir le potentiel d'être adapté à un utilisateur lambda. Ça pourrait être intéressant, mais voilà, j'ai vu une question défiler en disant quel est l'impact de la rayon Zoom que nous avons maintenant. Chacun pourrait peut-être à un moment donné avoir un calculateur qui lui permet de dire voilà ce à quoi j'arrive et de décider après s'il a envie de compenser ou pas. Et c'est vrai que cette compensation, elle existe depuis un certain temps, notamment dans le secteur du numérique. Alors que peut-être qu'elle n'existe pas chez le citoyen. Le citoyen aujourd'hui compense peut-être son billet d'avion, mais ne pense pas justement à compenser les minutes qu'il passe derrière un ordinateur. Je me rappelle à l'époque où j'avais une agence web, chaque fois qu'on sortait un site web, on plantait des arbres en Amérique pour compenser tout le travail qu'on avait fait de tous nos serveurs de développement et autres. Et donc, je pense que Maxime et Nicolas l'a rappelé aussi dans son intervention, a vraiment touché quelque chose d'extrêmement capital aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la responsabilité numérique. Et donc, c'est vraiment un travail qui est dans l'air du temps et qui doit être suivi et qui doit être suivi aussi de décisions, de mesures et d'un travail de toutes les composantes de la société civile à ce niveau-là. Bravo encore, Maxime. Merci à vous, Olivier de Wassège. On vous retrouvera encore tout à l'heure, évidemment. Maxime, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Effectivement, ça défile de partout. Tu as dû le voir aussi. Alors, première question. Mais déjà, bravo, très beau sujet, trop souvent ignoré. Et donc, quel est l'impact, effectivement, Olivier de Wassège en parlait, de cette réunion Zoom par rapport à une réunion en auditorium? Est-ce que tu peux répondre à la question?
Oui et non, dans le sens où il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment quel type d'appareil vous utilisez en ce moment, quel type de connexion, qu'est-ce que vous pensez faire après dans la gestion de fin de vie de votre appareil, est-ce que vous l'avez acheté en neuf, est-ce que vous l'avez acheté en seconde main. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais ce qu'il faut vraiment retenir, j'ai vu aussi la question un journal un journal papier par rapport à un journal en ligne. C'est vraiment une question d'utilisation de comportement. Je dirais, c'est la façon dont on l'utilise. Est-ce qu'on va, par exemple, le journal papier, est-ce qu'on va le partager, est-ce qu'on va le réutiliser, etc. Ou alors, est-ce que ce journal en ligne, est-ce qu'on va le retélécharger à chaque fois qu'on va le lire? C'est vraiment une question de il y a vraiment une quantité de paramètres à prendre en compte pour vraiment pouvoir dire, OK, ceci est moins polluant que cela. Après, il y a plein de pistes à explorer, telles que la mutualisation des appareils, le partage de ces appareils. C'est vraiment quelque chose qu'il faut ancrer dans nos mentalités. Et oui, j'invite les gens à venir lire le travail s'ils veulent plus en apprendre sur ces paramètres à prendre en compte. Alors, quel est l'intérêt pour les entreprises et des GAFA d'avoir recours à un tel outil si c'est pour leur dire, au fond, vous n'êtes pas si vert qu'il n'y paraît? Est-ce que ce n'est pas plutôt un outil pour les politiques publiques? Je pense que ça peut être un outil qui peut être qui peut être utilisé pour les deux. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué lorsque j'ai fait mes recherches, particulièrement sur le côté donc de l'offre, donc les GAFAM, c'est cette espèce de fausse transparence dans leurs rapports environnementaux où on pouvait voir, ben voilà, nous sommes carbone neutres, nous compensons nos émissions de gaz à effet de serre et plein de belles choses. Mais au final, lorsqu'on creusait un peu derrière ces rapports environnementaux, la réalité est souvent tout autre. Alors on parle de compensation d'émissions de gaz à effet de serre, mais compensation, ok, mais en attendant, ces émissions de gaz à effet de serre sont toujours émises, elles sont toujours dans l'atmosphère. Donc, il faut vraiment, faut vraiment faire la distinction entre ce qui est dit et ce qui est réel. Mais je pense que ça leur permettrait d'avoir plus de transparence euh, et de rassurer, d'informer mieux et de conscientiser surtout plus le consommateur lorsqu'on utilise leurs services. Alors, petit commentaire, bravo Maxime. Notre institution CFDD compte compenser les émissions de gaz à effet de serre des webinaires qu'elle organise. Tes travaux sont donc cruciaux pour nous. Et puis, question suivante, mais comment parler de sobriété, surtout en temps de Covid, où on est tous obligés d'être chez nous? Donc, quel comportement avoir? C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile de rester en contact sans passer via un PC, via un smartphone, via une tablette, sans être connecté pour le moment. Ça reste difficile. J'avais commencé ce travail avant la crise du Covid, donc je ne m'étais pas vraiment posé la question. Mais alors, il y a Je parlais de la mutualisation des appareils. Oui, il y a du partage d'appareils à faire. Avons-nous vraiment réellement besoin d'une imprimante chacun chez soi, alors qu'on l'utilise, enfin, je sais pas vous, mais combien de fois utilisez-vous votre imprimante par mois? C'est un peu la question que je pose. Donc, on veut se mettre dans une bulle de confort ou avoir tout à portée de la main, tout directement disponible, mais il faudrait repenser donc à cette bulle de confort, à notre comportement et vraiment, je dirais, oui, du partage et repenser un peu notre consommation, notre comportement. Alors, demander ou avoir accès à ton travail. Mais on a répondu à tout ça. Raphaël, justement, qui va prendre la parole dans un instant, nous dit, je m'interroge sur les causes sociologiques qui poussent les consommateurs à vouloir des TV, smartphones, laptop, dernier cri, attrait libidinal des technologies ou mimétisme. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire par rapport à ça, Maxime. Merci Raphaël pour toujours cette belle poésie dans tes paroles. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à avoir la dernière caméra, le dernier téléphone, la dernière télévision 8K ou que sais-je? C'est vraiment j'en parlais là tout de suite, c'est cette bulle de confort dans laquelle on veut se mettre. C'est avoir toujours la plus belle image, avoir toujours le plus beau son. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi
des causes économiques. On parle beaucoup de Bitcoin mining ou de crypto-monnaie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche de gains financiers derrière? Il y a beaucoup de raisons. Résumer cette envie d'être toujours à la page technologiquement avec une seule raison, ce serait un peu grossier de ma part, mais je pense que ça dépend vraiment de tout à chacun pour expliquer ce désir vraiment d'être hyper connecté et d'avoir toujours la meilleure qualité de vidéo, la meilleure qualité de son. Une toute petite chose? Oui. Oui, simplement deux éléments en fait, peut-être en écho à tout ce qu'on a entendu comme question. Un petit chiffre d'abord, on produit environ 450 000 ordinateurs par jour dans le monde. On en jette environ 150 000 chaque jour en Europe. Ça donne une idée du travail qu'il y a à faire en termes simplement de revalorisation de nos équipements. Et donc par rapport à cette idée de chaque fois avoir le dernier modèle à la page, qu'est-ce qu'on fait du précédent? C'est une question qui est loin, loin, loin d'être anodine. Deuxième élément, et Olivier Doisset, j'en parlais tout à l'heure, la vidéo représente l'immense majorité du coût des réseaux. Simplement regarder en basse définition plutôt qu'en 4K, ce qu'on regarde en streaming, ça fait une différence colossale. Et c'est ces petites choses-là sur lesquelles on doit pouvoir jouer et que le travail de Maxime permet de mettre un petit peu en lumière et d'objectiver. Montre qu'il y a des petites choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours qui ne demanderaient pas tellement de sacrifices, mais qui peuvent faire une grosse différence. Et c'est là qu'il y a, à mon avis, énormément de marge pour l'action publique sur le coup, vous avez tout à fait raison. Et on n'est peut-être sans doute pas suffisamment informé justement de ce qu'on peut faire pour réduire notre impact. Une question de Jean Van der Donk, Maxime. Que faire vis-à-vis des entreprises polluantes qui débitent des gadgets destinés à aliéner et contraindre la population par la consommation de contenus intéressants ou non? Je dirais leur imposer plus de transparence quant à quand ils communiquent leurs rapports environnementaux. Donc, vraiment adopter cette dimension écologique dans les services qu'ils proposent, dans les appareils qu'ils proposent. Une chose qui m'a marqué particulièrement lorsque j'ai établi mon outil, c'est la difficulté de trouver des informations quant aux appareils et aux services qui sont proposés, et notamment aux dimensions écologiques, dans le sens où c'était facile de voir combien de pixels avait une TV, mais voir son coût en carbone pendant sa production et son utilisation, ça relevait souvent d'un défi surhumain. Donc oui, plus de transparence, et plus de transparence permettra d'informer mieux le consommateur et donc de plus le sensibiliser à cette pollution. Merci beaucoup, Maxime. On va en rester là pour les questions-réponses. Il y a plein de bravos, d'encouragements, de félicitations et de remerciements qui arrivent encore dans la conversation. Donc voilà, je t'invite à les lire, bien évidemment.